Une femme aux longs cheveux roux se tient devant un manoir menaçant et sombre sous la pluie. Elle, toute mouillée par la pluie, prend une pièce d'or dans sa bouche. La main d'une personne inconnue se tend vers une clôture métallique. Le personnage principal se promène dans la pièce. L'espace est enveloppé par la lumière bleue de la lune, pénétrant à travers les vitraux. La femme est allongée avec les cheveux détachés. Elle est revenue. Elle avait de nouveau 17 ans. Comme à la page précédente, pendant les 10 premiers tours, la jeune fille espérait qu'un jour cela finirait. Pendant les 20 suivants, elle ne se souciait que d'échapper à une mort certaine. Après 30 autres tours, tout devenait familier. Après 100 tours, il ne restait que la fatigue. Après tant de tours, le personnage principal a même oublié son nom. La servante appelle mademoiselle avec inquiétude, car il est temps pour elle de se réveiller. Une silhouette vêtue de vêtements sombres se tient au pied du lit. Regardant une fille endormie nommée Karen, elle doit se préparer. Une femme joyeuse ouvre les rideaux d'une pièce lumineuse et s'exclame joyeusement qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa maîtresse. Une femme rousse aux yeux violets et à l'expression sérieuse dit que ce n'est pas son vrai anniversaire. Un grand livre ouvert aux pages scintillantes est posé sur la table. Une femme est allongée dans son lit. Un jour, elle s'est réveillée dans un roman et y est restée pendant 117 ans. Une jeune fille en robe rose tient un livre sous des arches fleuries. Ce livre décrit une histoire d'amour banale. Karen Hare, la fille unique de son père, rêve de sentiments sincères. Une femme aux cheveux roux dans une robe rose duveteuse regarde avec crainte une silhouette masculine dans l'ombre. Elle doit mettre fin à la relation avec son fiancé. Le personnage principal devient le serviteur de la fille d'un aristocrate. Karen, habillée en femme de chambre, est assise sur le sol, subissant l'humiliation et le ridicule. Une personne inconnue tend une paume ouverte et gantée. Le personnage principal est un homme blond en vêtements de soirée s'enlace, entouré de roses rouges. Le couple danse, s'enlace sur fond de fleurs, mais à la fin, l'héroïne trouve le véritable amour. Le gars et Karen penchent leur front l'un vers l'autre. Ils sont heureux l'un avec l'autre. La jeune fille est allongée inconsciente sur le sol, du sang coule d'elle, formant une rose. À la dernière page, l'héroïne est censée mourir en buvant du vin empoisonné. Le livre à la couverture rouge repose paisiblement sur la table, personne ne le touche. Les pages du livre tournent violemment, comme si le livre respirait, vivait sa propre vie. Un cri éclate sur fond de pluie, et le personnage principal se serre la gorge, regardant vers le bas avec peur. Il y a un an, Karen était assise sous un arbre un jour de pluie, les bras enroulés autour de ses genoux, ses yeux fatigués luttant pour s'ouvrir. Elle serre dans ses bras un homme blond en uniforme militaire. La fille a surmonté sa peur pour retrouver un gars nommé Raymond. Mais il y a un problème. L'ombre d'une hache tombe sur le visage du personnage principal. Elle la regarde sans aucune émotion. Une hache enveloppée dans une corde, sur fond d'éclaboussures sanglantes. La fin reste la même. Une rangée de majordomes en uniforme se tiennent dans la même pose, leur visage invisible. Peu importe avec qui Karen choisit de vivre, même si ce n'est personne, le résultat ne peut pas être changé. 3 femmes en robe bleue courent au secours de leur maîtresse, qui tombe d'une fenêtre. L'héroïne se tient devant son meurtrier, du sang ruisselant sur son visage et sa robe, une traînée de sang rouge étalée derrière elle. La jeune fille est assise sur le sol, sous le choc, du sang recouvrant ses mains, son visage et sa robe. Elle nage sous l'eau dans une robe rose, ses cheveux roux flottant dans l'eau. La fille aux yeux rouges se tient debout, sous le choc, au milieu des lumières et de la fumée qui ont envahi la pièce, pleurant fort. Karen se retrouve toujours dans un jardin vide et à chaque fois, elle a une pièce dans la bouche. Le personnage principal est assis dans son lit, regarde une autre pièce, elle dit que cette pièce est la 100e. La servante regarde avec surprise la pièce scintillante dans la main de la jeune fille et demande ce que c'est. Karen bâille, mais explique quand même que ce n'est qu'un porte-bonheur. La même servante demande si la jeune fille est vraiment intéressée par ce genre de choses. Elle dit qu'elle aime prédire la bonne aventure avec une pièce de monnaie et lui suggère d'essayer. Si c'est un aigle, alors tout ira bien pour Karen, et elle sera une jeune femme exemplaire. Le personnage principal est surpris, tenant la pièce dans sa main, disant qu'elle a tout compris. La pièce est lancée en l'air, le silence tombe, et la respiration ralentit en prévision du résultat. Karen a l'air inquiète tandis qu'une autre femme aux cheveux noirs regarde sa paume avec intérêt. La fille aux cheveux roux regarde le reflet de l'eau. Si elle obtient des queues, alors tout ira mal. Et elle ne veut pas que cela se produise. Le personnage principal, dans un état de désespoir, se penche sur l'évier, pense au suicide, et une atmosphère tendue s'installe. La femme de chambre, entrant dans la salle de bain, semble choquée par les actions de sa maîtresse, soulignant la gravité de la situation. La femme console Karen
qui est toujours bouleversée, en lui demandant si elle se sent mal à propos de son mariage. Elle est fiancée au même homme depuis l'enfance, personne ne la comprend mieux que lui. Le personnage principal arrête sa servante nommée Nancy. La main de la servante est toujours sur la tête de la maîtresse. Karen suggère un échange de partenaires. Le petit ami de sa femme de chambre est plutôt attirant, et la fille abandonnera son petit ami nommé Dulan. La servante est très inquiète après avoir entendu cela. Elle doute de la santé mentale du personnage principal. Il s'avère que la fille plaisantait simplement. Elle comprend que si elle touche son homme avec un doigt, la femme de chambre la tuera certainement. Il y a divers objets cosmétiques sur la table. Peu importe combien de fois Karen renaît, c'est toujours douloureux. Une fois de plus, elle se prépare à devenir adulte. La femme aux cheveux noirs sourit et demande pour qui sa maîtresse s'habille, peut-être s'agit-il d'un autre homme. Le personnage principal enfile ce corset étouffant pour la 100e fois. Nancy aide à le resserrer et dit qu'elle a toujours souhaité à la fille seulement le meilleur. Une femme vêtue d'une robe élégante se tient devant un miroir et s'interroge sur son apparence. Il y a beaucoup de gens debout dans la salle de bal. Certains d'entre eux regardent Karen la bouche ouverte. Un homme en costume bleu avec une expression mécontente sur son visage croise le regard du personnage principal. Elle revoit une fois de plus son fiancé détesté. La fille aux cheveux roux semble assez épuisée. Son visage ne montre aucune émotion. Il n'est pas approprié pour une jeune femme de faire une telle grimace devant son futur mari. Mais Karen n'a aucune raison d'aimer Doulan. L'homme regarde d'un air sombre sa fiancée, qui lui demande s'il a été surpris par la pluie sur son chemin, précisant également qu'il n'est pas son mari. Des flaques d'eau sont visibles sous les pièces de l'homme. Karen croit que le véritable amour ne le concerne pas. Il réfléchit sur les valeurs traditionnelles d'une bonne épouse. Tenant un verre de vin dans ses mains, il dit qu'une épouse doit être soumise, fidèle et attentive aux paroles de son mari. La salle de bal est dans une ambiance festive, mais le personnage principal a déjà vu cela de nombreuses fois auparavant. Les musiciens jouent l'un de leurs instruments. Ils ont répété cette chanson plusieurs fois. Aujourd'hui sera la cérémonie de passage à l'âge adulte du personnage principal. Une fille avec une expression pensive sur son visage et portant des boucles d'oreilles exquises regarde quelque part vers le haut, pensant qu'elle est en enfer. L'homme regarde sa fiancée d'un air maussade et lui demande de revenir à la réalité. Sortant de ses pensées, la jeune fille essaie de se forcer à accepter la réalité. L'expression de la fille s'adoucit, indiquant peut-être un moment de vulnérabilité ou de prise de conscience. Karen essaie de se convaincre que ce gars est son destin. Elle lui demande ce qu'il voulait dire. Dulan tient un verre de boisson dans sa main. Des gouttes de sueur froide coulent sur son visage. Deux mains se tiennent, tout autour est pareil. Même si quelqu'un n'aime pas ça, alors il n'y a pas d'autre choix. Un homme en costume noir et une femme en robe violette dansent lors d'un bal avec un panneau indiquant que c'est leur 69e danse ensemble. Le prétendant a marché sur le pied de sa dame pour la 45e fois. Le serviteur a brisé un verre pour la 78e fois. Un homme mécontent demande au personnage principal de sourire. Dulan explique que cela est nécessaire parce que tout le monde se moque de lui et les gens autour de lui chuchotent. La fille regarde vers l'avant sans émotion. Karen R est plaint pour la 100e fois. L'expression de l'homme est douloureuse. Il déteste être pris pour un imbécile. La fille n'est pas surprise par cela. Le personnage principal pense que tout dans ce bal est comme d'habitude, mais soudain quelque chose attire son attention. La jeune fille prend Dulan par le col de son pull et le tire vers elle. C'est la 100e cérémonie de passage à l'âge adulte. Karen invite l'homme à venir avec elle, mais il résiste et lui demande avec insistance d'attendre. Un homme en costume noir suit une fille en robe lilas à travers une pièce richement décorée, ce qu'elle n'a jamais essayé auparavant. Dulan s'indigne et essaie de savoir où elle l'emmène. Le personnage principal sourit largement et dit que le couple est déjà fiancé. L'homme a l'air confus et inquiet, il ne comprend rien. Les doubles portes ornées sont légèrement entr'ouvertes, ce dont seule Karen se souviendra. L'homme est montré en train de lever les yeux avec une expression de surprise, ne comprenant toujours pas ce qui est sur le point de se passer. La main de la fille défait ses cheveux. Elle veut essayer quelque chose de nouveau. Le personnage principal se penche sur l'homme menteur et effrayé, un sourire narquois visible sur son visage. L'homme regarde le personnage principal, debout à côté de son visage, avec ses cheveux flottant vers le bas. Karen sourit largement tandis qu'elle dit à son fiancé de se déshabiller. Un homme aux cheveux noirs et à l'expression confuse, son regard est dirigé vers le bas, une faible lueur soulignant ses traits sur le fond sombre. La fille ajuste ses cheveux devant le miroir, sa posture respire la confiance. Le silence règne dans la pièce, Karen continue de se regarder dans le miroir et son fiancé ajuste ses vêtements.
L'homme se détourna, regardant par-dessus son épaule, avec une expression insatisfaite, peut-être du regret ou de la réflexion. Il dit que ce n'était pas son initiative. Le protagoniste apparaît pensif et légèrement déçu, exprimant soit une conscience, soit une résignation quant à ses attentes. La jeune fille saisit la main de son gentleman et lui demande de l'emmener dans la salle de bal. Le couple se tient ensemble, l'homme a l'air humble et la femme a l'air bouleversée ou inquiète. Il leur reste encore 3 danses à faire. Plusieurs inconnus murmurent que sans l'héritage, Karen n'aurait pas eu à épouser Doulan. La conversation se poursuit dans une atmosphère plus animée. La femme entend que la jeune fille vendait une propriété à des fins éducatives. Le couple se tient face à face. Dulan et la fille se regardent. Leur langage corporel est tendu, le regard de l'héroïne est détourné et la posture de l'homme est tendue, comme dans un moment de conflit ou de désaccord. Un gars propose avec hésitation de danser avec une fille en robe violette sur un fond festif. Karen se retourne avec une expression surprise, réfléchissant au manque de tension romantique. Une troisième femme observe secrètement le couple, se demandant ce qu'on leur enseigne dans les monastères. Le personnage principal regarde son partenaire avec incompréhension de la situation. Dulan, avec une expression résignée, a l'intention d'effacer toutes les taquineries des étrangers. Le gars sursaute et laisse tomber son verre lorsque le serveur le percute par derrière. Il perd l'équilibre et tombe au sol, provoquant une agitation en arrière-plan. Karen le regarde alors qu'il tombe. Elle savait que cela arriverait. Elle regarde l'autre couple avec un regard cynique. Ils pointent du doigt le couple et discutent d'eux. Le personnage principal réfléchit avec un léger sourire que tout se passe comme il se doit, ce qui implique un sentiment d'inévitabilité. Malgré toutes les circonstances, la jeune fille offre un coup de main à Dulan pour l'aider à se relever. Le gars la regarde avec arrogance, comme s'il disait avec ses yeux qu'il n'avait pas besoin d'aide. Karen est persistante. Cette expression ne l'effraie pas. Elle continue de se tenir debout avec la main tendue devant elle. Les gens en arrière-plan discutent des échecs du couple et observent tout ce qui se passe de l'extérieur. Le personnage principal pense que maintenant son fiancé va verser du vin sur la servante. La jeune fille sera bien sûr choquée par une telle cruauté. La main de la fille est toujours là, dans un geste amical d'aide, près du visage de Dulan. L'homme se lève, l'ignorant, et dit au serviteur de se perdre. L'homme s'excuse et part rapidement. Le personnage principal regarde le marié avec confusion. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction de sa part. Dulan prend les doigts de sa mariée dans sa main, lui proposant timidement de continuer la danse. Les gens autour murmurent que l'homme n'a même pas honte. Mais la jeune fille ne se soucie pas de ce que disent les autres. Elle est ravie que son fiancé lui ait proposé de continuer pour la première fois. Elle est heureuse que Dulan, qui n'a pas changé depuis 99 ans, ait soudainement changé. Karen sourit largement et espère que si ce détail a changé, alors tout le reste changera. Entourée d'un halo de roses, Karen est magnifique, ses cheveux roux et ses yeux violets complétant son apparence. Assise dans une pose contemplative, la jeune fille pense qu'ayant été dans ce corps pendant 100 ans, elle a remarqué quelques modèles. Karen apparaît toujours dans la forêt, debout dans un décor sombre parmi des arbres nus. Deuxièmement, après avoir vécu 1 an, elle meurt et revient au début. Troisièmement, à chaque fois, une pièce portant un certain numéro apparaît dans la bouche du personnage principal. La fille s'assoit devant le miroir et pense que peut-être en brisant le système, elle pourra tout arrêter. Afin de changer le cours des événements, Karen a essayé de prendre du poids en mangeant une énorme pile de nourriture. Elle s'est également enfuie de chez elle et s'est lancée dans des œuvres caritatives, distribuant du pain fraîchement cuit aux enfants et aux adultes pauvres. La jeune fille a également tenté de se suicider avant la fin de l'année, mais rien n'a fonctionné. 2 femmes habillées en domestique, l'une faisant la vaisselle et insistant pour que ce soit le tour de l'autre, se disputent à propos des tâches ménagères. Une Karen frustrée est allongée dans son lit, rêvant de vengeance et exprimant le désir de quitter le lit. Soudain, la pièce tombe des mains du personnage principal, tombant et roulant sur le sol. La fille regarde la pièce qui vient de tomber et pense à qui elle devrait se venger. Elle est assise sur un tabouret, la main pendant avec lassitude. La jeune fille considère qu'il est injuste de punir les gens pour des actes qui n'ont pas encore été accomplis. Soudain, la paume se serre en poing, même si Karen commence à se venger, rien ne changera. Un livre ouvert aux motifs complexes, la 48e vie. Karen, l'air blessé et désemparé, supplie un homme à l'air sévère de l'aider. Mais il dit qu'il l'a déjà désinfectée et qu'il ne la bandera pas. Dans cette vie, Dulan a rompu leurs fiançailles et a refusé de soigner la jeune fille. La jeune fille resta au lit pendant 1 an, soignée par des domestiques. 1 an plus tard,
Le personnage principal décède, la cause étant un empoisonnement du sang provoqué par une morsure de sanglier. Un livre ouvert au texte illisible, la 58e vie. La fille blonde est la rivale de Karen, Isela, et est très en colère lorsqu'elle se rend compte que le personnage principal lui a volé son petit ami. Le personnage principal résiste fermement, criant qu'elle n'a rien fait, même si la fille ne l'a pas tuée directement, mais qu'elle a dû endurer quelque chose de pire que la mort. Isela ordonne à ses subordonnés de verser de l'eau bouillante sur elle. Maintenant, avec un visage comme celui-là, personne n'aimera Karen. La jeune fille hurlait de douleur de façon hystérique, mais personne n'essaya de la sauver des martyrs. Elle mourut de brûlure. Un livre ouvert au motif complexe, la 18e vie. Verdict Evans est le père d'Isela. L'homme est entré dans la pièce tenant une hache à la main. C'est un cauchemar complexe, attendant le moment du bonheur pour tout détruire. Un homme aux cheveux blonds se tient menaçant avec une hache, la balançant vers une fille pauvre et effrayée. Si elle a volé le bonheur de sa fille, elle doit payer en totalité. Le corps de Karen gît sur le sol dans une mare de sang, Verdict lui ayant brisé le cou avec une hache émoussée. De nombreuses silhouettes humaines observent le personnage principal. Elles veulent toute sa mort. Une fille aux cheveux roux est assise par terre dans une pièce lumineuse avec des meubles élégants, regardant une pièce posée sur le sol. Il y a 2 servantes dans la pièce. L'une fait la vaisselle et l'autre s'occupe du linge. La jeune fille dit que même si elles n'ont rien fait dans cette vie, elle n'oubliera pas leurs péchés. Les délinquants de cette vie ne se souviennent pas de la façon dont ils ont blessé le personnage principal en la tuant. Mais elle se souvient de tout. La pièce est toujours debout sur son bord sur le sol, même si Karen devra se venger d'un nombre infini de personnes. Elle a beaucoup de temps. Elle s'agenouille et regarde la pièce et se demande pourquoi l'idée de vengeance ne lui était pas venue à l'esprit plus tôt. La fille aimerait faire quelque chose de mal dans cette vie. La vengeance serait une bonne option pour cela. Le personnage principal est contrarié de ne pas avoir réalisé auparavant les pensées qui lui venaient maintenant à l'esprit. Karen et son fiancé partagent un moment de tendresse. Auparavant, elle pensait que seul l'amour pouvait changer le monde et les gens. Le couple s'embrasse, ils sont heureux l'un avec l'autre. Le personnage principal pense que ce n'est pas la réponse. La jeune fille écrase furieusement les roses qui se trouvaient auparavant dans le vase. Ce n'est pas l'amour qui change les gens, mais la mort. Karen sourit sereinement, se sentant soulagée. À l'occasion de son 117e anniversaire, le personnage principal décide de devenir un tueur. Aux confins de l'Empire, un cheval tombe, son genou se brise et il ne peut se relever. L'homme aux cheveux blonds s'appelle Verdict Evans. C'est un usurier et il montre par tous les moyens que la situation lui provoque des émotions négatives. Une main gantée frappe à la porte fermée, une voix inconnue crie à Iselle et lui demande de sortir. Isela Evans est la fille de Verdict Evans, la fille bâille et demande ce qui ne va pas. Ouvrant la porte, l'homme tend la main à sa fille et dit qu'à partir de maintenant, ils devront marcher. En marchant vers sa destination, la fille souffle de fatigue, marmonnant dans sa barbe qu'elle ne reviendra plus ici. Son père dit calmement que le sol de ces endroits est très fertile. Ici, on peut récolter une grande quantité de fruits, il y a peu de monde, donc les coûts d'amélioration sont faibles. L'homme prend Iselle par la main et dit que s'ils obtiennent ces terres, il permettra à sa fille de les gérer. Il continue en disant que cet événement servira de bonne leçon avant le mariage. La fille est gênée et espère que Raymond la remarquera si elle est une bonne manager. Isla sourit joyeusement et promet à son père qu'elle deviendra une maîtresse diligente pour ses gens. Dans une rue bien rangée se dresse une église solitaire, les rayons du soleil ruisselant sur ses murs. Verdict informe ses serviteurs et les autres que les négociations sont terminées, ils peuvent donc désormais se reposer tranquillement. Après l'avoir écouté, l'homme répond qu'ils se reverront dans 6 mois. L'homme répond que son heure viendra à un prix élevé. Isela se tient derrière son père, gênée par la gêne, espérant qu'il plaisante. L'héroïne examine son environnement, regarde autour d'elle et pense que l'église a l'air très décrépite. La fille pense qu'elle va tout arranger ici dès que le verdict lui donnera ses terres. 2 personnalités en arrière-plan chuchotent, discutent de quelque chose. Elles attendent quelque chose. Isela se tourne dans leur direction, regardant les filles. L'héroïne ne comprend pas comment on peut considérer l'église comme belle, mais quelque chose interrompt ses pensées. Une fille entre dans une salle bondée, regarde la mosaïque de verre, l'examine ainsi que les gens qui l'entourent. Isela regarde les gens avec beaucoup de surprise et d'indignation, ne comprenant pas pourquoi ils sont tous entassés ici. Son regard s'arrête sur une charmante jeune fille aux cheveux roux. L'héroïne se surprend à penser que Karen ressemble à un ange. Isela veut appeler le personnage principal. Elle est la fille de Lord Har. La fille remarque l'apparence de Karen. Ses vêtements sont usés et elle n'a pas de bijoux.
Elle regarde le personnage principal et essaie de comprendre pourquoi elle est si en colère contre elle. Isola décide que cette fille deviendra son bouc émissaire personnel. Doulan se tient à la table et lit l'Évangile pour d'autres personnes. Karen est assise paisiblement sur le banc, les mains jointes sur les genoux, les yeux fermés et sa prière en silence. Après avoir terminé la lecture, le gars annonce que le service de prière est terminé. La fille soupire et dit que Dieu n'a jamais écouté ses prières. Doulan pose sa main sur l'épaule du protagoniste et, avec un visage sérieux, lui demande de ne pas profaner le sacrement de la prière avec son hérésie. Le personnage principal pense que sa présence sur cette plateforme est une grande insulte. Soudain, une voix distrait la jeune fille de ses pensées. Il la salue et l'appelle par son nom. Voici Isela Evans, elle se présente. L'héroïne est ravie de rencontrer Karen. Elle demande qui est à côté de la fille, elle présente Dusan, en disant qu'il est son fiancé. Isola répond qu'elle a entendu des informations sur le mariage imminent du personnage principal, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle épouse un tel homme. L'héroïne pense que peu importe la beauté de Karen, son destin est de végéter avec son prêtre dans ce désert. Avec une gentillesse feinte, la jeune fille complimente l'héroïne et dit que même si sa vie est loin d'être idéale maintenant, elle espère qu'elle vivra heureuse. Doulan a l'air confus et surpris, mais Karen n'est pas du tout gênée par ces mots. Elle sourit doucement et remercie Lady Evans. Le personnage principal regarde Isela, n'acceptant pas son choix de venir à l'église dans des vêtements aussi luxueux. La fille regarde la robe d'Evans, comparant sa jupe en forme de cloche. Karen a des pensées maléfiques. Elle se demande si elle pendait l'héroïne par le cou et la secouait, commencerait-elle à scintiller comme une cloche verbale. Elle se demande si cela produira le même beau son. La fille blonde appelle le personnage principal par son nom, soulignant qu'elle ne peut pas détacher les yeux de son cou. Isela pense que Karen regardait le collier et dit donc que son fiancé le lui a donné. La jeune fille sourit gentiment, mais Doulan ne comprend pas pourquoi sa fiancée prête attention aux biens matériels. Le personnage principal imagine une fille pendue, elle pense que ce collier est idéal comme corde pour se suspendre. Il commence à faire sombre dehors, le corps est allongé immobile sur le lit. Karen le regarde et dit que si le collier de la fille était fait de fil de piano, elle aurait fini sa vie avec. Le regard de la dame se dirige vers le cadavre. Elle sourit et demande à la jeune fille de ne pas être déçue. Le collier repose dans une main froide, le personnage principal promet de le mettre sur le cadavre d'Isela. L'aube a peint le ciel de ton orangé, la journée ne fait que commencer. Les subordonnés de Karen sont ravis de voir la jeune fille sourire radieusement pour la première fois depuis longtemps. Elle marche d'un pas joyeux, et, selon les gens de l'époque, ses pas étaient comme la danse de la déesse du printemps. Des bulles de savon et des pétales de fleurs volent partout, la fille sourit largement et rit. Le personnage principal n'a pas pu déchirer un seul pétale de ses propres mains ce jour-là. Les mains ensanglantées de la fille tiennent un collier offert à Isela par son fiancé. Karen rit très fort et rayonne littéralement de bonheur. Aujourd'hui, elle a commis son premier meurtre. Isela cherche frénétiquement quelque chose dans la pièce, regardant dans tous les coins. Elle crie que les bijoux étaient sur elle quand elle est allée à l'église. La femme de chambre entre dans la pièce, annonçant calmement qu'elle a apporté de l'eau pour se laver. La chambre de la fille est dans un chaos et un désordre complet, et elle demande nerveusement à son subordonné qui l'a amenée la nuit dernière. La servante commence à expliquer qu'Isela s'est endormie pendant la réunion. La fille crie hystériquement, demandant à nouveau où est son collier. Le serviteur regarde l'héroïne avec une incompréhension totale de la situation. Elle dit que les bijoux ont disparu. La servante explique calmement qu'elle a mis tous les vêtements de sa maîtresse dans le placard. Isela se précipite vers ses vêtements, essayant de retrouver la chose qu'elle a perdue dans la soirée. La servante continue de faire ses affaires. Elle verse de l'eau dans une bassine et la fille crie que le collier n'est pas dans le placard. Le subordonné, souriant, dit que si la décoration n'est pas visible, alors rien ne peut être fait. Elle montre une bassine d'eau et demande à la fille de se laver, car le petit déjeuner arrivera bientôt. Isela tape du pied de manière agressive, criant à la femme de chambre, lui demandant comment elle ose se comporter ainsi envers elle. L'héroïne gifle sa servante de toutes ses forces et une forte indignation se lit sur son visage. La fille tombe au sol de douleur, la tête baissée. Isela demande si c'est elle qui l'a volée. Elle demande à la fille de retrouver immédiatement ses bijoux. Karen frappe à la porte, entre dans la chambre de la fille blonde. Elle demande pourquoi ils font autant de bruit. Isela répond hystériquement que son collier a disparu. Elle explique qu'elle soupçonne leur femme de chambre d'avoir volé les bijoux. La servante nie sa culpabilité. La blonde regarde ce qui se passe avec une expression inquiète sur son visage. Karen parle avec autorité, couvrant sa bouche d'une main gantée, pour qu'Isela ordonne au reste des serviteurs de fouiller la maison pour lui,
et en attendant, de la laisser se préparer pour le petit déjeuner. L'héroïne est surprise et perplexe, se demandant pourquoi il la regarde d'une certaine manière. La jeune fille aux cheveux roux se tient debout avec confiance, déclarant que Nancy est sa femme de chambre personnelle et elle espère que son interlocuteur le comprend. La femme de chambre regarde par la grande fenêtre dans le couloir brillamment éclairé, apparemment déconcertée par le bruit qui vient d'éclater. À l'extérieur du grand bâtiment, les serviteurs, à la recherche du collier, discutent de la situation et suggèrent à la jeune fille de mieux prendre soin de ses biens. Dans une pièce sombre, une femme blonde propose de fouiller le grenier tandis qu'un homme est assis pensivement sur une chaise. Le père, aux cheveux blonds et au costume noir, exprime sa confusion et son déni, il ne va pas compromettre l'affaire pour un bibelot. Isola lui parle et lui explique que c'était un cadeau de Raymond. L'homme est plongé dans ses pensées, touchant son menton, car ce n'est qu'un collier, pas une alliance. L'héroïne le regarde avec une expression triste et suppliante sur son visage. La fille tient ses mains sur ses genoux, tremblant violemment. Elle ne comprend pas pourquoi elle se sent si mal à l'aise. Le fils malheureux du baron est devenu un héros militaire. C'est étrange qu'il les ait choisis. Raymond aurait pu être choisi plus haut. Il est redevable à cette famille, donc connaissant son caractère, ils ne s'enfuiront nulle part. Le père s'agenouille devant Isella et lui propose de lui offrir exactement le même. Mais la fille répond qu'elle n'a pas besoin de quelque chose de similaire, elle exige le collier exact que Raymond lui a donné. Il se lève, redresse ses vêtements et dit que c'est sa fille qui est responsable. Elle aurait dû mieux prendre soin de ses affaires. Isla marche dans le long couloir de sa propriété, pensant que si Raymond découvre qu'elle a perdu son cadeau, il sera certainement déçu d'elle. La fille est désespérée, son regard est vide et dirigé nulle part, elle en a marre de ça. En s'approchant d'une des portes, l'héroïne se cogne la tête dessus. Elle veut partir d'ici. En ouvrant la porte, elle voit un couloir sombre avec des taches de sang partout. En regardant la pièce, Isella est choquée, elle s'attendait à voir ça. Il y a un collier sur l'un des lits, l'héroïne le remarque et dirige son regard vers lui. Soudain, quelque chose surprend vraiment la blonde et elle halète. Elle voit la tête coupée de la servante Karen, avec la décoration dont Isella a besoin qui traîne autour. Le visage de la jeune fille blonde montre une expression de choc et d'horreur. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait ici. La robe et les chaussures de l'héroïne sont tachées de sang, et elle pense que tout cela n'est qu'un rêve. Isella est dans une peur extrême, au bord de l'hystérie, et ne comprend pas quand les choses ont pris une telle tournure. L'héroïne regrette de l'avoir giflée car maintenant la bonne, Nancy, est morte. La fille trébuche sur ses pieds, se demandant ce que fait la servante dans sa chambre, car elle ne se souvient même pas de son nom. Elle tombe au sol, se frappant violemment. Isella ne sait pas quoi faire maintenant. L'héroïne tombe dans l'hystérie. Elle ne voulait pas de mal aux domestiques, la mort n'est pas de sa faute. Soudain, la jeune fille se rend compte qu'elle ne doit pas être surprise dans cette pièce, sinon ils penseront qu'elle est une meurtrière. Isola criait sur Nancy ce matin, et maintenant son corps gît dans sa chambre. La fille pleure et ne comprend pas pourquoi elle a subi un tel sort. Soudain, Karen apparaît devant elle, lui demandant pourquoi l'héroïne blonde n'est pas dans ces quartiers si tard dans la nuit. Elle tient une lanterne dans sa main, disant qu'Isella est pâle comme un cadavre. La fille s'assoit sur le sol et sourit nerveusement, pensant qu'elle a été attrapée. Elle a peur que Karen pense qu'elle est une tueuse. Soudain, le personnage principal tourne son attention vers son environnement, pointe son doigt derrière le dos de la fille et accuse Isella d'avoir tué sa femme de chambre. La fille blonde pleure et crie qu'elle est innocente de tout cela. Le personnage principal se couvre la bouche avec sa main et soupire. Elle voit les vêtements tachés de sang et le montre du doigt. Isola regarde ses mains sales. Elle comprend que quiconque la verrait maintenant penserait à elle. L'héroïne ferme les yeux et comprend que c'est définitivement la fin pour elle. Karen tend la main à la blonde déçue, lui proposant de l'accompagner. La fille sourit avec bonhomie et promet de garder son secret. Isella regarde le personnage principal avec confusion et demande de quel secret il parle en lui tendant la main. Karen regarde son interlocuteur avec compréhension et lui demande si elle a ses règles. La jeune fille fut très surprise de constater que la trace de sang menait à la chambre des domestiques. Elle donne des vêtements de rechange à la fille, disant qu'elle était heureuse de pouvoir aider. Isla regarde le personnage principal avec suspicion, pensant qu'elle ne sait probablement rien et qu'elle a peut-être tout organisé elle-même. Karen demande à la blonde ce qui lui a fait peur, elle répond que quelque chose de terrible s'est produit dans sa chambre. Elle n'avait jamais rien vu de plus terrible de sa vie qu'un cadavre aux yeux grands ouverts et son collier autour du cou. La fille est assise maladroitement sur le lit et le personnage principal lui demande ce qu'elle a vu. Karen sourit largement, satisfaite de la peur de son interlocuteur. Elle demande si Isella a vu le cadavre.
Elle sursaute de peur et fait semblant de ne pas comprendre de quoi il parle. Le personnage principal explique qu'il s'agit d'un très vieux bâtiment et que des fantômes errent ici la nuit. La jeune fille devient encore plus effrayée lorsqu'elle apprend la présence de fantômes dans cette maison. Karen dit que c'est absolument vrai, car elle aussi a souvent des visions. La fille remue le thé qu'elle s'est préparé, disant qu'avec le temps la blonde s'y habituera. La fille blonde regarde le sol, essayant de comprendre la situation. L'héroïne prend une tasse de thé dans sa main et, prenant une profonde inspiration, se détend et se rassure en se disant qu'elle l'a probablement simplement imaginé à cause d'une fatigue extrême. Isla, souriant légèrement, demande à son interlocuteur de l'accompagner dans sa chambre. Karen sourit doucement et accepte de répondre à la demande de l'héroïne. Debout à la porte, la jeune fille l'avertit de n'avoir peur de rien. Elle pose sa main sur la poignée de la porte et dit qu'il n'y a rien d'effrayant ici. Soudain, un craquement se fait entendre, et Karen rassure la fille en lui disant que ce ne sont que des visions. Si la porte de la chambre d'Isela s'ouvre maintenant, il n'y aura rien derrière. En entrant dans la chambre, les filles voient une propreté absolue, il n'y a vraiment rien. La blonde voit un chapeau posé sur le lit et y prête attention. L'héroïne soupire de soulagement. Elle est heureuse que tout aille bien. La fille ramasse le chapeau haut de forme et sourit largement. Apparemment, cela l'a déconcertée. Isola regarde ses bijoux avec un sourire et pense qu'elle était peut-être juste trop excitée à cause de cette étrange servante. La blonde regarde par-dessus son épaule vers le personnage principal, lui demandant si elle peut passer la nuit avec elle. La fille ne répond pas et Isela demande à nouveau, confuse. Karen reste immobile, fixant intensément l'héroïne. La fille attrape le personnage principal par la main, crie fort et l'appelle. Le personnage principal s'excuse, disant qu'elle nettoiera tout ici demain. Il est tard, alors elle propose d'aller se coucher. La fille s'assoit sur le lit rustique et se demande où est passé le cadavre. Karen a l'air déçue et ne sait pas où est sa femme de chambre. Le personnage principal est assis sur le canapé, l'environnement semble confortable. Nancy est allongée sur les genoux de la fille. Elle dit qu'enfin, elles sont laissées seules. La fille a pris le somnifère sans réfléchir. Karen a doucement caressé la joue de la servante. Les bonnes ont un jour de congé le dimanche, donc si elles disparaissent, personne ne le remarquera. Karen sourit en serrant Nancy dans ses bras, se demandant si elle devrait être épargnée ou si elle devrait être plus douce et la tuer rapidement. Elle n'a tué personne depuis des lustres. La jeune fille sourit largement, disant qu'elle est déjà morte plusieurs fois, et le visage de la servante montre une peur extrême. Elle gémit et essaie de se libérer, mais Karen la serre fermement et lui demande si tout va bien. Le personnage principal jette Nancy de ses genoux sur le sol, feignant de s'excuser et disant qu'elle essaiera d'être plus prudente à l'avenir. La servante continue de gémir et d'essayer de se libérer, son regard tombant sur le collier qui appartenait à Isela. La fille pleure, le désespoir est visible dans ses yeux, sa mort est inévitable. Karen montre les bijoux de la fille blonde et dit que Nancy n'a finalement pas changé. Jetant le collier par terre, elle sourit largement et dit que comme c'est la toute première fois, elle fera tout selon sa conscience. La servante plie sa jambe, essayant de bouger au moins un peu de l'endroit pour avoir une chance d'échapper à la mort. Si Karen n'aime pas cette mort, elle tuera le serviteur la prochaine fois. Le visage de la fille montre une véritable peur. Elle ne veut absolument pas mourir. La fille aux cheveux roux tire sur le mouchoir qui couvre la bouche de Nancy, accusant le collier. Les mains du personnage principal serrent le drap. Elle est sûre qu'après cela, la servante mourra. Karen arrache les couvertures du lit et dit qu'elle sent clairement son souffle s'estomper. La fille regarde sous la couverture, vérifiant si le corps de Nancy est en dessous. Elle ne sait pas pourquoi elle a disparu. Elle se souvient qu'Isela a certainement parlé d'un cadavre dans cette pièce. Et la fille blonde était clairement terriblement effrayée, ce qui n'aurait pas pu se produire comme ça. En raison de l'afflux d'agressions, le personnage principal déchire la tête d'oreiller en deux. Elle ne sait pas qui a osé lui voler Nancy. La fille est en colère, quelqu'un a osé gâcher son plaisir. Elle s'assoit par terre, fatiguée et déçue, pensant que c'est un véritable échec. Le personnage principal appuie sa tête contre le lit, car elle s'amuse avec Iseka depuis environ une demi-heure. Karen regarde autour de la pièce, supposant que quelqu'un a réussi à tout nettoyer entre-temps. La fille est assise, absolument sans émotion, ne comprenant pas comment tout cela a pu arriver. Le personnage principal serre les mains et suggère que le meurtre de Nancy n'était qu'un produit de son imagination. Elle regarde le sol, essayant de tout comprendre. Peut-être qu'elle a juste imaginé qu'elle avait tué Nancy. Une main serrée saisit les plis du tissu bleu clair. La jeune fille se demande si la douce vengeance n'était qu'une illusion. Karen est à genoux sur le sol dans une pièce sombre, disant qu'elle doit être folle. Des larmes amères coulent sur le sol. N'importe qui deviendrait fou s'il mourait 100 fois.
La fille est assise sur ses genoux, tenant sa tête avec ses mains. Elle commence à rire hystériquement. Le personnage principal pleure, peu importe à quel point elle était blessée, elle ne veut plus vivre cela. Karen lève la main, se criant de ne pas se faire d'illusions en imaginant des choses qui ne se sont pas encore produites. La fille claque son poing sur le sol, pensant que la prochaine fois, elle tuera à nouveau Nancy dans la chambre d'Isela. Elle regarde sa main, mutilée par le coup, pensant que dans ce cas, elle ne pourra pas tenir sa promesse. Le personnage principal regarde vers l'avenir avec résignation, décidant qu'elle va réessayer. Mais cette fois, ce ne sera pas Nancy, mais quelqu'un d'autre. Un homme inconnu marche vers Karen dans le couloir. Il remarque la fille et se dirige vers elle. L'homme tourne son attention vers elle, surpris par l'apparition du personnage principal dans cet endroit. Elle pense avoir rencontré un gars nommé Bowen plutôt que prévu. Il se précipite vers la fille, lui attrape la main et la regarde avec excitation. Karen regarde Bowen avec hostilité, mais l'homme insiste pour soigner et panser la blessure. La fille retire brusquement sa main, lui disant qu'il n'aurait pas dû faire ça. Le fiancé du personnage principal apparaît derrière elle. Dulan traite l'homme de scélérat et le personnage principal pense qu'il se plaint à nouveau. Le gars pointe ses doigts vers le visage de Bowen, lui criant dessus pour avoir touché la main de sa fiancée. Et la fille se surprend à penser qu'il fait du mauvais travail en feignant la jalousie qui sied à un marié. On ne pouvait rien attendre d'autre de Dulan, car s'il n'était pas si maladroit, il y aurait une personne différente à côté d'elle. Karen demande à Isela d'apporter le petit déjeuner dans sa chambre, et le personnage principal elle-même prendra son petit déjeuner dans le hall, après quoi, elle dit de la laisser seule avec son fiancé. L'homme accepte toutes les instructions et s'éloigne rapidement du jeune couple. Dulan demande si la fille essaie de protéger les serviteurs de lui. Karen lui dit d'aller prier, et plus tard, elle viendra dans sa chambre pendant quelques heures. Mais le gars désobéit à sa demande et lui attrape brusquement la main. La jeune fille regarde son marié avec irritation, pensant à la façon dont il a osé l'attraper comme ça. Le personnage principal lui demande ce qui se passe et il est gêné et essaie de dire quelque chose. Il se décide finalement et demande s'il peut panser les blessures de Karen. Le couple est assis l'un en face de l'autre, dans une pièce avec une cheminée, entourée de silence et de paix. Dulan tient le coton dans une pince à épiler, le déplaçant soigneusement sur la blessure de la fille, essayant de ne pas la blesser. La fille siffle à cause de la sensation désagréable. Peu importe à quel point c'est douloureux, la blessure doit être traitée dans tous les cas. Le gars s'excuse et baisse les yeux. Il ne voulait pas blesser sa fiancée. Le personnage principal regarde Dulan avec indifférence. Sa gentillesse ne la touche pas particulièrement. Mais malgré cela, elle sent que leur relation a changé. La fille sourit faiblement et pense qu'elle veut s'en assurer une fois de plus. Karen se rapproche de Dulan et lui demande s'il la trouve belle. Le personnage principal sourit largement. Diverses fleurs planent autour d'elle et elle pose à nouveau cette question. Le gars est très gêné et demande d'une voix tremblante pourquoi la fille agit comme ça. Elle réalise soudain qu'il s'agit d'une récompense pour avoir essayé quelque chose de nouveau au bal du passage à l'âge adulte. Pour la première fois depuis un siècle, Dulan avait autant changé. À un moment donné, Karen prend son héros dans sa paume. Elle embrasse tendrement la main du gars, disant qu'il est, après tout, son fiancé. Retirant ses lèvres de la main de Dulan, le personnage principal sourit sournoisement, le provoquant. Le gars met sa main derrière la tête de Karen, passant ses doigts dans ses épais cheveux roux. Cette obsession le tourmente. Il embrasse la dame, la fille lui demande de la voler à Raymond, car elle ne veut pas être avec lui. Au cours d'un baiser tant attendu et tendre, le personnage principal ouvre les yeux, pensant à son destin futur. Elle place ses mains sur le cou de Dulan, le tirant plus près d'elle. La fille le serre fort dans ses bras, et à la fin tout finira par la mort. Isela tient son collier dans sa main, elle ne sait pas ce qu'elle ferait sans lui. Le personnage principal joue d'un instrument de musique, une belle musique peut être entendue partout, une fille blonde demande si elle lui a dit que c'est un cadeau de son fiancé, pour cette chose, vous pouvez acheter une maison dans la capitale. Sans se laisser distraire de sa tâche, Karen dit qu'elle est heureuse pour son interlocuteur. Raymond a comblé Isela de choses chères, de fleurs, de bijoux, de robes luxueuses, mais n'a jamais promis de l'épouser. Se tournant vers son interlocuteur, la jeune fille se demande si elle n'a pas remarqué quelque chose de similaire dans ses traits, tandis que la blonde affirme que son fiancé n'est pas du tout comme les autres hommes. Isela se demande pourquoi Karen n'est pas le moins du monde jalouse, même si elle ne verra jamais de tels cadeaux de sa vie. Elle a l'impression que la fille l'ignore et la traite d'arrogante dans ses pensées. S'asseyant sur une chaise à côté de la joueuse, l'héroïne lui demande pourquoi elle joue de la moisson alors que tout le monde autour d'elle est déjà au piano. La jeune fille répond qu'elle en joue depuis son enfance et qu'elle préfère cette façon de jouer. Même si les cordes sont déjà usées,
Karen refuse l'offre de son interlocuteur de lui donner un piano. La fille blonde fait la moue et s'écarte, pensant qu'elle ne sera pas aimée. Elle se souvient d'un moment d'attention de la part du personnage principal, cela l'a rendue heureuse hier. Malgré ses affaires et ses désirs, la fille l'accompagna jusqu'à la chambre. Isla secoue la tête d'un côté à l'autre, essayant d'oublier la récente hallucination et la servante morte. Elle réfléchit également au fait qu'elle n'a pas revu Nancy depuis. La fille s'assoit à nouveau sur la chaise à côté de Karen et demande où est sa femme de chambre. Elle répond qu'elle ne veut probablement pas se montrer à la blonde à cause de la dispute d'hier. Malgré la logique du raisonnement de Karen, l'héroïne affirme que ce n'est probablement pas la véritable raison. La fille baisse les yeux vers le sol et dit qu'elle a une certaine obsession à ce sujet. Elle dit que la raison pour laquelle cette servante a disparu est que sa gorge est tranchée, et un regard de peur authentique apparaît sur le visage de Karen. Isla lève les mains, réalisant que cette déclaration semble probablement folle. La fille essaie de se calmer en disant qu'elle a probablement tout imaginé. Même si la théorie de la gorge est correcte, Karen n'a pas touché la gorge de la femme de chambre. Elle ne comprend pas qui a pu faire ça, car la dernière fois qu'elle était près d'elle, rien de tel ne s'est produit. Le personnage principal réfléchit profondément et est choqué de réaliser que quelqu'un puisse faire quelque chose comme ça. Isla marche dans tous les sens dans la pièce, réfléchissant sérieusement à quelque chose. La fille met ses doigts dans sa bouche, pensant que Nancy a peut-être pris son jour de congé. Elle ne sait pas où se trouve la bonne maintenant, mais elle veut vraiment la voir. Depuis ce jour fatidique, Nancy n'a plus été revue par personne. L'héroïne se dirige vers la fenêtre, regarde le paysage, elle trouve tout ce qui se passe étrange. Il y a du brouillard dehors et on voit mal. Isla a cherché la bonne toute la journée, mais ses tentatives sont restées vaines. Soudain, quelque chose craqua à proximité. La fille se retourna paniquée vers le bruit. Il s'avère que ce n'est qu'une cheminée, les bûches à l'intérieur crépitent doucement. La fille expire bruyamment et avec soulagement. Elle était très effrayée par ce bruit. Elle pose sa main sur sa poitrine, essayant de se reposer et de se calmer. Soudain, quelque chose fait à nouveau du bruit derrière elle, ce qui fait sursauter la fille et la rend encore plus effrayée. Une servante entre dans la pièce, tenant une lettre dans ses mains, adressée à Lady Evans. L'expéditeur de la lettre est Raymond Saertes, le fiancé de la jeune fille. Les yeux de l'héroïne s'illuminent de bonheur et de surprise. Elle est heureuse de recevoir cette lettre. Soudain, Isla fronce les sourcils et tend la main vers la servante avec la lettre, lui disant de la lui donner immédiatement. Quelques jours plus tard, le personnage principal arrive dans un parc charmant. Le soleil brille, il y a beaucoup de monde autour. Karen était accompagnée d'une fille nommée Donna. Elle est blanchisseuse et femme de chambre personnelle pour elle. Elle est heureuse que les dames soient venues à cet endroit, admirant tout ce qui l'entoure. La fille aux cheveux roux croise les bras et pense qu'elle devrait trouver la personne qui a tranché la gorge de Nancy. Malheureusement, elle devra assister à une cérémonie de passage à l'âge adulte pour cela. Un jour, dans une de ses vies, une fille a essayé d'éviter cela, mais rien de bon n'en est ressorti. En se couvrant le visage avec sa main, le personnage principal assure que cette fois, tout sera différent. Une jeune fille regarde avec intérêt les décorations de la foire. Après la mort de sa précédente servante, Donna prend sa place. Le chauffeur de taxi lui achète les bijoux qu'elle désire et il les aime. Karen observe tout cela depuis la ligne de touche et pense qu'elle préfère Nancy. Levant la tête vers le soleil et regardant vers le haut, bloquant les rayons lumineux avec sa main, elle pense qu'au moins quelque chose de nouveau est apparu dans sa vie. Elle invite tous ceux avec qui elle est venue à s'arrêter au cirque en chemin, parce que Donna le veut. Le protagoniste attend sur le côté lorsque Donna appelle le garde pour venir avec eux. Elle se souvient qu'elle n'est jamais allée au cirque avec Nancy, mais qu'elles sont allées une fois à un concert. Karen prend sa nouvelle servante par le bras et lui propose de se diriger vers le cirque. Bowen avance à contre-cœur, les filles le suivent en souriant joyeusement. Ils font les yeux doux au gardien de sécurité, le suppliant d'aller au spectacle. Finalement, l'homme cède et se dirige vers la billetterie pour acheter des billets, et les filles se réjouissant. Les filles entrent dans une pièce inconnue et on leur demande de s'occuper de quelque chose. Ils sont dans un magasin cher. Donna dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils aillent réellement à un spectacle de cirque. Karen demande pourquoi elle pense comme ça. La jeune fille touche une plume sur l'un des chapeaux, disant que généralement personne ne répond aux demandes des serviteurs. Donna essaie le chapeau du personnage principal et lui demande si elle pense qu'il y a trop de domestiques sur le domaine. Elle redresse son arc et explique qu'il y a suffisamment de domestiques, mais pour une raison quelconque, les propriétaires continuent d'embaucher de nouvelles personnes. Mais lorsque M. Evans et sa fille sont arrivés, même cette somme énorme n'était plus suffisante. Karen demande s'ils font travailler les domestiques.
La fille essaie également un des chapeaux et répond que ce n'est pas le problème. Sœur Verdict et Lady Isella arrivèrent, accompagnées d'une foule de serviteurs. La fille dit avec déception qu'il y a maintenant 2 fois plus de linge à laver. Donna demande avec déception quand les invités partiront. Le personnage principal espère que ce sera bientôt. Karen est sûre qu'ils ne disparaîtront pas tant que leur famille ne sera pas détruite. La blanchisseuse dit que Sarah s'est récemment plainte de Lady Evans. La jeune fille explique avec émotion qu'elle n'a pas placé la lettre sur le plateau d'argent. Karen soupire et dit que la famille R est très pauvre. Donna baisse timidement les yeux, disant qu'elle ne le pensait pas de cette façon. Le personnage principal lui caresse la tête, la rassurant que cette déclaration n'était qu'une blague. La fille cesse d'être gênée, et Karen lui ordonne de rire immédiatement. La salle se remplit de rires bruyants. La fille aux cheveux roux regarde d'un air évaluateur de côté. Donna rayonne et demande d'un ton large si sa maîtresse plaisantait vraiment. Les filles sont heureuses ensemble et se sentent bien en compagnie les unes des autres. Karen pensait que rien de spécial ne se produirait, puisque toutes les servantes étaient les mêmes. Mais apparemment la mort de Nancy a vraiment changé quelque chose. Le personnage principal regarde sa nouvelle servante, lui conseillant de prendre un chapeau au lieu d'un bonnet, car il fera chaud en été. La fille regarde les nœuds posés sur la vitrine et demande s'il vaut la peine de décorer le chapeau avec un ruban. La servante admire le chapeau dans le miroir, ses yeux pétillants de la beauté de cette chose. La seule chose qui compte vraiment maintenant n'est pas le toujours changeant Raymond, mais une femme de chambre qui peut apporter quelque chose de nouveau dans sa vie. Donna ramasse l'écharpe à carreaux et demande à sa maîtresse ce qu'elle en pense. Elle dit qu'elle aimerait offrir cet article de garde-robe à une femme nommée Madame Dear. Karen est surprise que la fille connaisse cette personne. La servante rit, pensant que la maîtresse se moque d'elle, car comment peut-elle ne pas la connaître? Le personnage principal se demande qui est cette Madame Dear, car elle n'a jamais entendu parler d'elle. La fille demande avec surprise si elle se souvient de cette femme, puisqu'elle était le mentor de Karen depuis l'âge de 8 ans. La dame porte sa main à son menton, essayant de se souvenir de cette femme, mais rien n'en sort. Elle ne se souvient pas de son mentor. Cela devait être avant que la fille n'entre dans ce corps. Donna essaie de se souvenir en disant qu'elle a enseigné à l'hôtesse l'étiquette et la danse de salon. La fille demande à nouveau si elle ne s'en souvient vraiment pas, et le personnage principal se rend alors compte qu'elle s'en souvenait. Madame Dear habite à proximité, et Donna pensait que Karen voudrait passer, mais il semble qu'elle se soit trompée. Elle a travaillé sur le domaine pendant 8 ans, mais c'était la première fois qu'elle entendait ce nom depuis 100 ans. Une vie quotidienne ennuyeuse et des gens qui n'influencent rien, mais chaque petite chose compte. Le personnage principal regarde joyeusement par la fenêtre, car elle réalise que tout changement peut la sauver. Bowen fait irruption dans le magasin, annonçant que le spectacle est sur le point de commencer. Donna quitte joyeusement le magasin, se préparant à courir au spectacle le plus rapidement possible. Karen sort du magasin, les yeux levés vers le ciel, pensant à cette même Madame Dear. Elle ne sait pas ce que cette femme peut changer, mais c'est peut-être la réponse principale. La fille sourit sincèrement, elle a hâte de la rencontrer. Le spectacle commence, tous les invités prennent place, la fille se tient sur une balançoire bien au-dessus du sol. Karen la regarde, pensant qu'elle aussi est tombée comme elle. Elle est bouleversée que cette chute ne l'ait pas aidée à mourir. Le personnage principal, tombant d'une grande hauteur, priait pour que ses souffrances cessent. Soudain, un homme attrape l'artiste par la main, l'empêchant de tomber et de se blesser. Il s'accroche à la balançoire, s'y accrochant avec ses pieds. La fille se balance lentement dans les airs. Les gens autour d'elle admirent ce numéro, et Karen pense que lors de sa propre chute, il n'y avait personne pour lui saisir la main. L'artiste vole dans les airs, souriant largement au public. Elle aime faire cela. Le personnage principal essaie de se concentrer et de ne pas penser au mal, car elle voit le spectacle pour la première fois. Un homme passe devant un groupe de personnes portant de la bière fraîche et du pop-corn pour les clients, et une fille l'appelle. Elle commande une bière, le gars la lui tend et lui dit de faire attention car il est facile de la renverser. Donna en veut un aussi, mais Bowen, qui surveille la situation, dit que la maîtresse n'a droit qu'à un verre et que la femme de chambre a encore beaucoup de travail aujourd'hui. L'animateur annonce que la vedette du programme, l'invité aux longues oreilles, va maintenant monter sur scène. Un animal géant apparaît sur scène, un éléphant qui avance lentement. Les gens le regardent, surpris par sa grande taille. Cet animal s'appelle un éléphant et il utilise son nez allongé comme une main. L'éléphant commence à exécuter un numéro répété en ramassant des chaises avec sa trompe et en les faisant tourner dans différentes directions. Soudain, il laisse tomber accidentellement l'une des chaises et de fortes émotions sont visibles sur le visage de l'animal. L'entraîneur prend le fouet dans sa main
disant que c'est le meilleur remède contre la désobéissance. Il frappe l'animal, regardant l'acte de violence. Karen pense à quelque chose. Il ressemble beaucoup à cet éléphant. Le destin les fait souffrir, ne leur laissant aucun autre choix. Les gens se réjouissent, demandent de frapper à nouveau l'éléphant. Le fouet attrape l'animal et le personnage principal encore et encore. La fille ne comprend pas pourquoi tous ces gens rient autant, car à la place de l'éléphant, les gens ne s'amusaient pas autant. Soudain, Karen laisse tomber sa bière, l'éléphant réagit au fait que l'éléphant brise le verre. Le dresseur dit à l'éléphant qu'il a encore fait quelque chose de mal. Le personnage principal est entouré de serviteurs, tout le monde demande si tout va bien pour elle. Elle propose de partir, car à son avis, le cirque est quelque peu ennuyeux. Donna dit que la dame elle-même voulait aller au cirque, et Bowen explique que vient maintenant la partie la plus intéressante du programme. L'homme qui porte la bière dit que les spectacles ici sont toujours très excitants. La fille lisse ses cheveux et explique qu'elle ne considère pas qu'ils méritent la moindre attention. La lumière tombe sur les boucles d'oreilles de la dame, reflétant la lumière. L'énorme animal s'en aperçoit et regarde vers la dame. La fille touche son menton et pense dans sa tête que l'éléphant a d'abord réagi au bruit du verre brisé et maintenant à ses boucles d'oreilles. Elle regarde l'animal, épuisé par les coups, et pense que l'éléphant est peut-être plus intelligent qu'il n'y paraît. Elle sourit largement, pensant qu'elle veut que tout se passe ainsi. Le personnage principal regarde la bête dans les yeux et se demande si elle peut faire quelque chose. L'éléphant commence à se rebeller, se tient sur ses pattes arrière et émet des sons forts. L'entraîneur est très effrayé, mais avant qu'il puisse tout traiter, il est écrasé. Les organisateurs courent dans la salle et demandent aux gens de ne pas s'inquiéter, leur disant de quitter le dôme le plus rapidement possible. Une foule géante de personnes se précipite vers la sortie, criant fort et s'inquiétant pour leur vie. Les serviteurs prennent Karen par les bras, lui disant qu'ils doivent partir, mais elle observe les actions de l'éléphant avec intérêt. Elle sourit et dit à l'animal qu'il fait tout correctement. Le personnage principal veut que l'éléphant se débarrasse de tout ce qui le retient. La fille ne peut pas quitter l'animal des yeux, elle veut qu'il retrouve la liberté. L'éléphant crie fort et avance, brisant les planches sous son poids. La bête s'approche de la plateforme d'observation de Karen et se dirige vers le personnage principal. Les serviteurs s'accrochent à leur maîtresse et crient fort, craignant de mourir. L'énorme pied de l'éléphant se dirige vers la tête de la fille. Elle n'a pas du tout peur de cela, car elle ne pourra de toute façon pas s'échapper. Quelque chose s'est produit, et le garde et la servante couvrent les yeux de leur maîtresse, et elle, à son tour, leur ordonne d'arrêter. Ses yeux s'ouvrent et la fille voit quelque chose devant elle qui la surprend énormément. Le personnage principal voit un éléphant mort gisant à ses pieds et demande de libérer l'animal. La fille s'approche de lui. Ce n'est pas un secret pour elle qui a fait ça. L'homme qui vend de la bière s'approche et demande si tout va bien. Le rôle du tueur est attribué à un certain personnage. Un homme pousse brutalement une fille sur le côté, lui disant de s'éloigner. Le personnage principal est indigné et très inquiète. Elle regarde quelque part. Il s'avère que la fille regardait la sortie du dôme du cirque à la recherche d'une certaine personne qui s'y trouvait. Karen sait avec certitude que c'est une personne qu'elle connaît qui a fait tout cela à l'éléphant. Ce type a des chaussures luxueuses aux pieds et est appelé le Diable Doré, un tireur d'élite. Il est également le personnage principal du roman et le fiancé de la jeune fille aux cheveux roux. Cet homme ne connaît pas encore le nom de Karen et n'a jamais vu la fille elle-même. Il s'avère que tout cela a été dit à propos du héros Raymond Saertas. Il commence à faire sombre, le ciel devient rose, le soleil se dirige lentement vers l'horizon et les petites maisons sont baignées par les rayons du soleil pour la dernière fois. Le personnage principal court dans une rue déserte, pensant que tout ce qui se passe se prépare depuis la toute première page. Au moment où Raymond apparaîtra devant Karen, le monde entier commencera à prendre fin. La fille court devant les gens, elle doit saisir sa dernière chance. Le personnage principal pense qu'elle doit de toute urgence rejoindre Madame Deer. Il est impératif de le faire avant que toutes les modifications ne soient effacées. La fille continue de courir en avant, respirant lourdement, cette fois tout peut vraiment changer. Pour la première fois depuis 100 ans, l'héroïne a pu voir un véritable éléphant. Mais l'animal est mort et Karen non, alors maintenant elle doit trouver un moyen pour eux deux. La fille court dans une rue sombre et déserte que les gens évitent habituellement. Le personnage principal regarde cette rue et se demande si elle doit y aller ou non. La dernière fois qu'elle est passée par ici, elle a été attaquée. Karen a encore un peu de temps, et en général, si elle a déjà rencontré Raymond, alors il n'y a rien à craindre. La fille fait un pas hésitant en avant, bien qu'elle soit confiante, mais au fond, elle est toujours inquiète. Après tout, en parcourant cette route, le personnage principal atteindra la maison de Madame Deer.
La main d'une personne inconnue bloque la vue de Karen, et la silhouette lui demande où elle se précipite. La jeune fille se tourne vers les gens, et ils supposent avec moquerie qu'elle doit être issue d'une famille riche. L'homme caresse la joue de Karen, lui pose des questions sur son âge et si elle a un mari. Le personnage principal repousse la main de l'agresseur, pensant qu'elle a des ennuis pour la deuxième fois. Elle pense qu'elle a déjà rencontré Raymond et que cela n'aurait pas dû arriver, peut-être que tout ce qui se passe est le résultat de changements ou que le cirque ne compte pas. L'agresseur continue de harceler la fille, je lui demande à quoi elle pense. Soudain, les paroles de l'homme aux cheveux noirs sont interrompues par son ami, qui dit qu'il s'agit de la fille du Seigneur. Il croit que Karen est une femme bénie par Dieu. Le personnage principal sourit lorsqu'elle entend le mot béni. Sa mère a dit que cette petite fille deviendrait la femme la plus chanceuse du monde, mais Karen trouve ça drôle. La fille est fatiguée de cette vie, car elle ne peut même pas mourir normalement. L'homme aux cheveux noirs saisit les mains du personnage principal, disant qu'il la laissera partir uniquement parce qu'elle était la fille d'un seigneur, mais tout a un prix. La jeune fille résiste, tente de se libérer de l'emprise des griffes, l'homme crie à son complice de la chercher. L'héroïne regrette d'avoir pris ce chemin. Elle ne pensait pas que tout se passerait ainsi. Karen attrape l'un des bandits par les oreilles et lui crie dessus, tandis que l'autre fouille son portefeuille. Il leur montre qu'il n'y a rien dedans, étant très surpris par cela. Un homme aux cheveux noirs pousse le personnage principal, puis tombe et s'éloigne. Les agresseurs commencent à se quereller entre eux. L'un d'eux frappe Karen en lui criant dessus parce qu'elle a beaucoup de bijoux, mais n'a pas un centime dans sa poche. La fille se met en colère lorsque ses cheveux sont ruinés, car il faut beaucoup de temps pour les coiffer. C'était le chef-d'œuvre de Nancy. Le bandit est très surpris d'entendre son nom sortir de la bouche de la dame. Lorsque le personnage principal se lève, elle dit que si elle donne tous les bijoux, la femme du délinquant ne cessera pas de le mépriser. Elle dit que s'il la bat, il sera abattu, elle s'en fiche. L'homme aux cheveux noirs bouscule son complice en disant que la fille est folle et lui demande de la faire taire. Un autre homme frappe et gifle Karen, qui ne montre aucune émotion. Elle soupire, appelant l'homme blond par son nom. La fille dit que si Thomas meurt, sa fille ira chez elle pour travailler comme plongeuse. Karen dit qu'après cela, elle tombera malade et mourra. L'homme est très effrayé par cette déclaration. Soudain, l'un des bandits sort un couteau pliant et s'apprête à se diriger vers la jeune fille. Elle regarde tout ce qui se passe, pensant que peut-être la fin sera la même. Chaque fois que Karen est en danger, Raymond la sauve. Quoi qu'il arrive, cela reste le même. Le personnage principal crie sur l'agresseur, le provoquant à l'agression. Elle s'attend à ce que son fiancé apparaisse bientôt et la sauve. Soudain, l'homme plonge un couteau dans le corps de Karen et ses yeux s'ouvrent grands. Le sang de l'héroïne est sur le couteau et les mains de l'homme blond. La fille tombe au sol de douleur, tandis que les bandits se disputent entre eux et règlent les choses. Karen pense qu'elle a mal calculé, Donna est maintenant Nancy, il est donc difficile de prédire quand elle sera sauvée. Elle est assise sur le sol, tremblante et gémissant à cause de la douleur qui progresse et pénètre. La fille ne comprend pas pourquoi elle n'a pas pu s'habituer à la douleur. Soudain, sa bouche est couverte par l'un des bandits, il prévoit de se débarrasser d'elle. Un homme aux cheveux noirs crie à son message d'agir plus vite. La fille se demande si elle va mourir ici. Un homme nommé Thomas brandit un couteau vers le personnage principal, des sueurs froides apparaissant sur son visage. Soudain, une balle traverse la tête du délinquant et il tombe. La jeune fille s'assoit et tient son ventre coupé, disant que le salut est arrivé trop tard. Elle sourit, une pensée lui traversant l'esprit. C'est étrange de dire à son sauveur qu'elle n'est pas heureuse de le rencontrer. Raymond s'approche de Karen et lui demande si tout va bien. Il est tombé amoureux d'elle au premier regard. La fille ferme les yeux, elle ne veut pas le voir, tout est comme il y a 100 ans. Le gars s'assoit sur un genou pour être au même niveau que l'héroïne handicapée. Raymond et Karen sont à nouveau ensemble. L'homme se tient debout, vêtu d'une chemise grise, ses cheveux blonds flottant au vent et ses yeux verts baissés. Il n'était pas un noble chevalier, mais il cherchait toujours à protéger les gens ordinaires. Raymond a travaillé comme tireur d'élite, mais ce travail ne lui donne pas d'honneur. Un jour, il a tué un capitaine, lui ôtant la vie d'un coup bien placé. Les gens ont crié de panique et, après sa première mission réussie, il a été soumis à un déluge de critiques, car seuls les lâches tirent à couvert. Après chaque mission réussie, les critiques envers Raymond devenaient de moins en moins nombreuses. Ce type a réussi à tuer 300 personnes à lui seul. Cet homme aux cheveux blonds est devenu un héros national. Il est connu sous le surnom de Golden Devil. La rumeur disait qu'il avait passé un contrat avec un démon pour atteindre la visée parfaite. Ses subordonnés l'admiraient. Mais au fil du temps, la suspicion a cédé la place au respect. Le gars a un proche subordonné nommé Zeno, qui est toujours avec lui.
Un subordonné offre à Raymond de la viande séchée, même si c'est de la nourriture simple, et le garçon l'en remercie. Tous ceux qui connaissent l'homme blond conviendront que ce surnom effrayant ne lui convient pas du tout. Le gars mange avec impatience la nourriture que j'ai apportée. Je l'informe que le petit déjeuner doit être à un certain moment vers 2 heures. Zénon pense qu'il travaille toujours seul. Raymond suggère à son serviteur de rendre d'abord visite aux blessés. Il prend toujours soin de ses serviteurs et de ses camarades. La fille ne comprend pas pourquoi il était destiné à la rencontrer. Après avoir rencontré Zéno, le gars lui dit d'apporter de l'eau et des bandages. Il s'enfuit pour chercher les objets nécessaires pour soigner sa blessure. Il n'est pas habituel pour Raymond d'errer dans les rues de la ville. Zéno se retourne pour vérifier que la fille va bien. Le personnage principal suppose que ce type lui-même l'a blessée. Le type sourit avec contentement. Assise dans la voiture, Karen est allongée sur les genoux de son fiancé, avec un serviteur assis en face d'elle. Donna dit qu'elle a soigné les blessures comme Raymond l'a demandé. Mais il y a quelques problèmes. La jeune fille demande ce que cet homme faisait sur le territoire de Lord Ayr et il répond que c'était une affaire personnelle. Il ajoute que sa fiancée est là maintenant et les yeux de la servante s'illuminent. Mais en apprenant que la mariée est Lady Isla Evans, elle tombe dans la stupeur. Karen commence à tousser, alors sa femme de chambre s'agenouille devant eux et lui demande si elle va bien. Le gars explique que le corset a pris le coup, donc la blessure n'est pas trop profonde. Si elle est toujours inquiète, vous pouvez retirer le corset et vérifier la plaie. Le personnage principal dit en plaisantant que le gars n'hésite pas. Il est gêné et répond qu'il ne le pense pas. Donna saute et crie que le gars se comporte de manière inappropriée, mais il le justifie avec une blague. Soudain, le chariot heurte un rocher, ce qui le fait sauter. Karen halète sous l'impact et une douleur terrible la traverse. Le garde crie que la fille ne va pas bien du tout, mais Raymond explique que sa vie n'est pas en danger. La douleur ne signifie rien, car les coupures font aussi mal. La fille sourit sarcastiquement et lui demande ce qu'il en pense, et il considère cette blessure comme une simple coupure. Le gars ne voulait pas être sarcastique, il dit juste que la blessure n'est pas mortelle. Karen se détourne, fermant les yeux. Elle ne voulait pas non plus être sarcastique. On dirait qu'elle est sur le point de s'évanouir. Les yeux de Donna sont humides. La fille est très inquiète pour sa maîtresse. Elle pensera qu'elle pleure pour des bêtises. Le personnage principal s'appuie sur son coude, et Raymond lui demande alors comment elle se sent. La fille est surprise par une telle question, car vu qu'elle saigne, elle doit être en mauvais état. En regardant le sol, le gars dit qu'il n'est pas très éloquent et qu'il ne sait pas du tout comment calmer les gens. Le personnage principal soupire, pensant que Raymond n'est qu'une autre victime du complot. Il ne mérite pas la colère. Soudain, le héros dit qu'il n'est allé nulle part depuis 10 ans. Karen est envahie par la colère, car elle n'est allée nulle part depuis 100 ans. Allongée sur les genoux de son fiancé, la jeune fille dit que c'était amusant, mais il ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Le personnage principal a vu un éléphant pour la première fois de sa vie. Il était énorme et magnifique. Elle n'arrive pas à croire que quelque part sur Terre, il existe des créatures comme celle-ci qui marchent. Karen se souvient de cette journée avec le sourire. C'était incroyable. Raymond est très content que les filles aient aimé la performance. Donna pleure si la dame n'a jamais vu d'éléphant, alors c'est de sa faute. La jeune fille fond en larmes, sa voix tremble violemment. La dame lui demande de se calmer et d'être plus silencieuse. Elle tient la main de sa maîtresse. Personne ne sait ce qui serait arrivé si sœur Raymond n'avait pas bu. La fille serre encore plus fort la main de l'héroïne, pensant que c'est le destin. Karen suppose que les personnages ont suivi le scénario, acceptant le développement de l'intrigue comme quelque chose de naturel. Le personnage principal demande à la fille si elle pense que le destin est trop cruel envers elle. Elle se rapproche du visage de la servante, l'informant qu'aujourd'hui, elle a failli mourir 2 fois. Se tournant vers Raymond, Karen lui demande si elle a raison. Le lendemain, la chambre d'Isela est jonchée d'un grand nombre de robes. Elle crie au serviteur d'apporter une autre robe, car celle-ci n'est pas assez élégante. La servante lui propose une robe blanche et rose avec de gros nœuds, mais Isela n'en est pas contente, car elle est trop simple. Elle s'indigne, disant que les plébéiens n'ont aucun goût. La jeune fille baisse les yeux et s'excuse. Le père d'Isela apparaît sur le pas de la porte et lui demande de ne pas agir de manière imprudente. La jeune fille se jette dans les bras de ses parents en pleurant bruyamment, car sœur Raymond a sauvé Lady Eyre. L'homme ne comprend pas la raison des larmes, car en agissant ainsi, il a donné un excellent exemple à tous les chevaliers. Isla craint que Karen soit plus belle qu'elle et que son fiancé tombe amoureux de cette fille. Le père dit en plaisantant que si le monsieur tombait amoureux de chaque femme qu'il rencontrait, il ferait bien de fonder un harem. Pour la noblesse, le mariage est un marché.
L'amour est complètement secondaire dans cette entreprise. L'homme demande pourquoi il annulerait le mariage en faveur d'une famille moins noble. Il prend sa fille par les épaules, la rassurant qu'un tel développement des événements est difficile à imaginer. Isola pense que son père pense de cette façon parce qu'il s'attend à ce que ceux qui l'entourent recherchent leur propre intérêt dans tout, tout comme lui. Soudain, l'homme se rapproche de sa fille et lui demande pourquoi elle était si nerveuse depuis son arrivée. Regardant par-dessus son épaule la femme de chambre, il lui demande si elle est maltraitée ici. La fille, en sanglotant, explique qu'elle a fait un cauchemar. Elle a vu le corps d'une femme de chambre nommée Nancy, qui servait Karen Eyre. L'homme s'éloigne, se demandant si cette servante existe réellement. Il fait asseoir sa fille sur le canapé et lui propose de l'appeler, car voir la bonne vivante et en bonne santé lui fera immédiatement oublier tous ses cauchemars. Isla baisse la tête et dit qu'elle a disparu quelque part 2 jours après leur arrivée dans cette maison. Les hommes sont surpris par ce qu'ils entendent, car un certain temps s'est écoulé depuis leur arrivée. La fille, effrayée, dit à son père qu'elle n'a pas vu Nancy depuis qu'elle a rêvé de son cadavre. Sur la coiffeuse, à côté des cosmétiques, il y a des assiettes de délicieuses collations, des biscuits, des muffins et des bonbons. L'une des servantes, aidant Karen à nouer son corset, dit qu'elle ne devrait pas changer de servante comme de gants. Cependant, en même temps, elle devrait sérieusement envisager de se porter candidate au poste de Nancy, dit la femme de chambre en chef Hélène. Donna n'est pas encore prête à être proche de la noble dame. Le personnage principal lui demande si elle ne l'a pas bien servie.